Le Gévaudan est aujourd'hui encore indissociable de la légende de la bête qui y sema la terreur au XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que vous voulez me montrer ici? Je vais vous montrer la stèle. D'accord. En bas, il y a écrit Jean Chassel, vainqueur de la bête du Gévaudan, le 19 juin 1767. On dit toujours la bête, mais puisqu'elle a été tuée, on devrait savoir ce que c'était comme animal. Alors, on est sûr que des animaux étaient bien en cause. Alors, sur la nature de ces animaux, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises. Il y en a même qui vont jusqu'à prétendre que des humains ont été en cause. Bon, c'est vrai qu'il reste quand même pas mal de parts de mystère dans l'affaire de la bête du Gévaudan. 3 années de meurtre, près de 100 victimes. C'est sur les traces de cette terrible bête que je pars, avec un peu d'appréhension bien sûr. Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment. En le regardant dans les yeux des autres. En 1878, Robert Louis Stevenson, auteur de L'île au trésor, entreprend un voyage de 220 km, dont plus de la moitié en Gévaudan. Et même à cette époque, plus de 100 ans après les faits, l'emprise de la bête est encore très vive dans l'esprit des gens qu'il va rencontrer. Avec Christian Brochier, un passionné de cette histoire, je vais refaire le chemin à la manière de l'écrivain avec un âne. Bonjour, maintenant que vous êtes débarrassé. Je serre la main. Merci de m'accueillir dans votre asinerie. On dit ça Avec comme ça, plaisir, hein. oui, asinerie, ouais. Alors vous avez combien d'ânes? 46. Ah oui, ça fait du monde. Donc là, on descend dans leur cour de récréation. Commence à bien sentir leur odeur d'ailleurs. Bonjour les cocottes. Comment tu t'appelles toi? Alors ça, c'est Bissap. Salut Bissap. Ça, c'est Vasco. Un petit jeune. Hein. Lui, il a Oui, 2 ans ils sont et Vasco, il en a 4. Donc Bon, après, celui-là, je crois que je vais l'embarquer. Il est amoureux, il me lâche plus. Là. Ah ouais, pistache, ouais. Non, non, voilà, Pistache, tu vas venir avec moi? Et là, vous l'enfilez. Comme compagnon de voyage, Stevenson avait choisi une ânesse, Modestine, achetée pour 65 francs et un verre d'eau de vie. En avant. Il équipa d'une sorte de bagage appelé bas. Est-ce qu'on sait ce que ce grand Stevenson avait bien pu embarquer dans les bas de son ânesse? Un jambon, Humblement. un revolver. Oui, on ne sait jamais. Par les temps qui courent au les routes 19e étaient siècle. pas sûres. Et surtout, il a eu l'idée de faire coudre de la peau de mouton pour faire un sac de couchage. On peut dire qu'il a inventé le duvet, le sac de couchage. D'accord. Ça n'existait pas. En plus, c'était très malin parce que dedans, il mettait son jambon, son revolver, tout le D'accord. bazar. Double Et il le usage. mettait à cheval sur le dos de l'âne. Les commandes de base, c'est un petit coup sec vers l'avant et après on ne tire plus. Et pour le ralentir, c'est un petit coup sec en arrière. D'accord. Un petit coup sec, on a dit. Voilà. Allez. La bête du Gévaudan, elle occupe une part importante dans l'œuvre de Stevenson qu'il a faite sur sa randonnée avec un âne ici. Il y a une anecdote où il est perdu dans le brouillard, il tourne en rond et il finit par aller demander qu'on l'aide pour aller jusqu'au Chélard-l'Évêque. Et là, le gars qui le reçoit, apparemment, est terrorisé à l'idée de partir dans la nuit pour l'accompagner. Et il répète sans arrêt, « Je ne franchirai pas le seuil, je ne franchirai pas le seuil de ma porte. » De peur de la bête un voilà. siècle plus tard. Bon. Il y a plusieurs interprétations parce que, à la fois, il évoque la bête du Gévaudan, sans doute comme la cause de la terreur du gars, mais aussi il le traite de bête du Gévaudan. Ah, double emploi de l'expression. Voilà, exactement. Je vais vous lire un petit passage de Stevenson.
Donc voilà ce qu'il raconte après avoir passé une nuit à la Belle Étoile sur le mont Lozère. J'avais cherché une aventure durant ma vie entière et me trouvais ainsi, un beau matin, par hasard, à la corne d'un bois du Gévaudan, ignorant du nord comme du sud, aussi étranger à ce qui m'entourait que le premier homme sur la Terre, continent perdu, s'était trouvé réaliser une part de mes rêves quotidiens. C'est joli, hein. Il en Juste parle le fait bien. d'être complètement perdu, ça lui fait Ouais. cette Ouais, ouais. émotion. Dans la forêt de la Margeride, je retrouve Bernard Soulier. Ce passionné d'histoire a entrepris de retracer le parcours de la bête. Il m'emmène revivre la légende au travers de ces lieux emblématiques. Les paroisses du secteur, ici, ont été vraiment les plus éprouvées par la bête. Sur la Bessères-Saint-Marie, là où on était tout à l'heure, on a 6 victimes de la bête. Sur la paroisse d'à côté, on a 7 victimes de la bête. Ici, c'est aussi 5-6 victimes de la bête. Et donc la bête a sévi sur un grand territoire. Oui, en fait, ça a commencé très loin d'ici, à environ 70 km plus au sud. Cette première victime s'appelait Jeanne Boulet. Elle a été tuée et dévorée le 1er juillet 1764, en gardant ses vaches. Dans les fermes à l'époque, c'était les enfants qui gardaient les vaches. Et s'il n'y avait pas d'enfants dans la ferme, ben, c'était le rôle des femmes. Voilà, la statue, donc, qui est une des représentations de la bête du Gévaudan, qui domine le village de Saugues. Cette bête, elle effrayait forcément parce qu'elle tuait, mais aussi parce qu'elle devait être interprétée comme un jugement divin ou quelque chose comme ça à l'époque. Oui, c'est-à-dire que tout est parti de l'évêque de Mende, qui, en 1764, à la fin de la première année, a promulgué un mandement, c'est-à-dire un texte, dans lequel il expliquait que cette bête, en fait, était une punition divine. Elle avait été envoyée sur terre par Dieu pour punir les gens de leurs péchés. Ah oui. Voilà, donc ça a beaucoup travaillé dans les esprits des gens du Gévaudan. Ce qui a certainement amené les gens même à cacher certains meurtres pour ne pas s'attirer l'opprobre des gens sur leur famille. Les gens ont demandé aux prêtres, ne mentionnez pas sur le registre paroissial dévoré par la bête du Gévaudan. Donc là, on arrive dans une petite rue de Saugues. Et on va suivre des traces de pattes de loup, en fait, qui sont dessinées par terre, oui, qui nous conduisent au musée fantastique de la bête du Gévaudan à Saugues. Voilà, donc là, sur la gauche, voilà. On est dans la scène qui évoque les battus et qui évoque les victimes aussi. Qu'est-ce qu'on sait des attaques déjà de la bête? On sait un peu, elle déchiquetait ses victimes, qu'est-ce qu'elle leur faisait? Elle les attaquait à la gorge, en principe. D'accord. Et bon, elle tuait les victimes, elle les dévorait en partie. On a même des cas de décapitation. Qui est-ce qui les faisait, ces battus? Qui en faisait partie? Alors au départ, c'est l'armée qui a été envoyée en Gévaudan. C'est-à-dire qu'il convoquait tous les gens du coin, du pays. Tous ces gens, ils faisaient un immense cercle de rabatteurs. Ils faisaient du bruit pour rabattre le gibier à l'intérieur de ce cercle. Et immanquablement, quand elle devait arriver vers les soldats, ils devaient la tirer, la tuer. En tout cas, Oui. ce qui est sûr, c'est que ça a fait du bruit jusqu'à la cour. Ça a fait du bruit jusqu'à la cour et même dans les autres pays européens, puisqu'on a parlé de la bête du Gévaudan dans toute l'Europe, voire même outre-Atlantique. Mais rien n'y fait. La bête échappe à l'armée du roi. Une défaite vécue par Louis XV comme une remise en cause de son autorité. Donc il a décidé de mettre un grand coup, un coup de frein à tout ça. Et pour ça, il a envoyé en Gévaudan son premier porte-arquebuse, qui s'appelait François-Antoine. Et il a envoyé avec ordre de tuer la bête du Gévaudan. Donc il a tué un loup et en fait, voilà, ce n'était pas la bête ou pas la seule. C'était pas la seule bête apparemment, ou pas la bonne. Ce gros loup abattu est conduit à Versailles. Pour tout le royaume de France, l'histoire de la bête du Gévaudan est terminée. Mais 3 mois plus tard, les attaques reprennent et feront encore 23 morts. Une deuxième bête serait en cause. La province du Gévaudan est aujourd'hui le département de la Lozère, du nom de son sommet le plus élevé.
Plusieurs millénaires avant notre ère, des hommes ont choisi ce lieu pour y dresser l'une des grandes concentrations mégalithiques d'Europe. Pongo nous précède. Oui. Dans cette immensité, la guide Odile Rival m'emmène plus précisément à la rencontre des menhirs des Bondons. Alors on y Ça y est, arrive. je vois son ombre. Voilà. Alors, sur le Mont Lozère, ici, sur cette partie ouest du Mont Lozère, il y en a plus de 150 menhirs. 150, Oui. C'est marrant parce qu'on pense que tous les menhirs sont en Bretagne. Je ne savais même pas, moi, qu'il y en avait dans cette région. Alors, il y en a beaucoup. Mais ça n'est pas comparable à la série de menhirs que l'on peut voir en Bretagne. Quand on les regarde, on n'en voit jamais plus de 4 ou 5 en même temps. D'accord. Et c'est du Alors- granit aussi, comme en Bretagne ou pas du tout? Alors, ici, celui-ci est en granit. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Et chose extraordinaire, sous nos pieds, ça n'est pas du granit qu'il y a. C'est quoi alors? C'est du calcaire. Ah. C'est du calcaire. Alors, justement, on a bien la preuve là que ce menhir a été amené par les hommes qui vivaient ici il y a à peu près 5000 ans en arrière. Tous ces menhirs ont été taillés dans la roche granitique des monts alentours et déplacés par les hommes du néolithique sur près de 10 km. En face de nous, il y en a un qui est vraiment en crête, mais alors il se détache dans le ciel. Bon, ça peut être un point de repère. On en voit certains qui sont alignés. Il y en a 3 ou 4 qui sont alignés. Ça Ouais. pouvait être pour donner une direction. C'est donc que ça avait nécessairement une utilité, on va dire, concrète, pratique. On ne fait pas des choses où on prend autant de peine pour rien. Et s'ils ont érigé des monuments comme ça à la verticale, ben, c'est qu'ils croyaient en quelque chose, ça doit correspondre à un culte. Lors de la christianisation de la Gaule, qui débuta au IIIe siècle, de nombreux menhirs ont été couchés au sol, comme autant de symboles païens. Certains ont été épargnés parce que l'Église se les est appropriés. On dit que c'est un menhir christianisé. Il est pyramidal après. Voilà. Et au-dessus, Et aussi, il y a du métal. il y a une croix. Une croix. On Finalement, transforme les édifices païens en édifices chrétiens. Voilà, plutôt que de fabriquer un support pour la croix, autant en prendre un qui existe. Alors des réemployés comme ça, christianisés, il y en a beaucoup des menhirs dans la région? Alors, qui ont été réutilisés, il y en a plein. Il y en a un autre qui est intéressant aussi, c'est un qui est placé à un village pas bien loin d'ici. Il a été utilisé pour porter un message. Ah oui? Et là, il marque le décès de 2 personnes qui sont mortes dans la tourmente, parce que la tourmente, c'est la tempête de neige. Ici, c'est fréquent et c'est fort dangereux. Avec une altitude moyenne de 1000 mètres, le relief et le climat se liguent pour faire du Gévaudan une région ingrate, aux hivers rudes et aux conditions de vie difficiles. Pour se prémunir de ces dangers, au XIXe siècle, les hommes y ont édifié un réseau d'étranges clochers qu'on ne trouve qu'autour du Mont Lozère. Franck Fabre est tailleur de pierre. Sa fierté, avoir restauré le clocher de son village de Houltais. Bonjour Sophie. Ah, Je vous vous voilà attendais. donc. Ça tombe Bonjour. bien. Bonjour. Eh ben, merci de m'accueillir. Bah, c'est avec plaisir, grand plaisir même. On est où? On est en fait devant le clocher de Tourmente. Les gens à l'époque marchaient énormément à pied et lors du mauvais temps, ils pouvaient se perdre. Donc on sonnait les cloches pour que les gens puissent se repérer par le son et comprennent où se trouvait le village par rapport à leur chemin. C'est un peu le même rôle qu'un phare en mer en fait. On peut le comparer à un phare en mer, effectivement, oui. Il en reste beaucoup aujourd'hui des clochers de Tourmente dans la région? On en dénombre 5 qui sont répartis sur le versant nord du Mont Lozère. Il est à quelle hauteur au-dessus de ma tête le clocher? Alors là, le clocher s'élève sur 8 mètres environ de hauteur. D'accord. C'est une construction avec des pierres qui sont assez grosses, donc les murs sont relativement épais. Si on regarde de l'autre côté, voilà. C'est là où peut- on va voir vraiment l'épaisseur. Exactement, et là, le bras sera pas assez long pour aller jusqu'au bout. C'est ça. On est à peu près sur un mur qui fait 1 mètre d'épaisseur, quoi. D'accord. Voilà. On pourra le faire sonner ou pas? Oui, bien sûr, on peut faire sonner la cloche. Hein. On peut? Je peux vous la faire sonner Comment tout de on fait suite. ça? Alors, en fait, Attendez-moi, on peut- j'arrive, ouais, j'arrive. il y a une Ça- marche d'escalier. Ça m'amuse. On va rentrer. Ça fait aboyer le chien. Il aime pas ça, le chien. Ouais, c'est le son qui doit lui déranger un peu les oreilles, je pense. Le chien du village n'aime pas. Vous pouvez essayer si vous voulez. Je vais essayer, bien Ouais. sûr. Voilà. Il faut laisser un peu plus de débattement. Voilà. Sur la fin, voilà. C'est quand même physique, hein? Ah ouais, c'est un peu lourd quand même, ouais.
Et alors au fond, là, j'entends un feu de cheminée. Tout à fait. On a allumé donc le four du village. On va s'avancer. Ouais, si je proche vais du aller le four. voir. Là, on est à peu près à 1 mètre du foyer. Ouais, attention, on ne sent va toute pas la te faire chaleur griller. quand on s'approche. Comment ça se passait à l'époque? Il y avait un gardien? Les gens ne restaient pas forcément au clocher. Ils venaient ponctuellement pour sonner les cloches quand il y avait besoin. Mais Quand il y avait du brouillard, quand il y avait de la neige, Voilà. voilà. Maintenant, dans un village comme ici, avant, il y avait peut-être bien plus de 100 habitants. Aujourd'hui, on est 20, mais à l'époque, il y avait 100 ou voire plus d'habitants. Donc, il y avait du pain qui était cuit régulièrement. Donc, Ouais, c'était vraiment un lieu de en vie, fait. quoi. Ouais, ouais, voilà. Tout à fait, ouais. C'est assez marrant, cette espèce de contraste entre la paix qu'il y a dans ce four et dans ce clocher et la raison finalement pour laquelle il existe, c'est-à-dire préserver les gens du danger du dehors. Oui, effectivement, c'est vrai que bon là le temps est calme, on a du soleil aujourd'hui, oui. à l'intérieur on est bien au chaud, mais il faut bien imaginer qu'il y a des jours dans l'hiver où on a des vents forts du nord ou même du midi d'ailleurs, et où la neige passe à l'horizontale parce que le vent est très fort, soulève la neige surtout quand elle est poudreuse et on n'y voit pas à 2 mètres quoi, avec des températures souvent très froides. On a connu récemment, l'année dernière, donc au mois de février, il nous a fait entre 2 et 3 semaines où la nuit on tombait à moins 20 degrés quoi. Donc, inutile de dire que quelqu'un qui se perdrait dans la neige à ce moment-là, il passera pas la nuit dehors, quoi. Donc c'est. On va essayer de pas se perdre, mon chien, hein, parce que bon, tu me diras aujourd'hui il neige pas. Ici, On ne devrait pas ça mourir va. de froid même si on restait la nuit On dehors. risque rien, ouais. Mon périple sur les traces de la bête se poursuit, direction Auvers. Ce village a été l'épicentre des attaques des 2 dernières années, en 1766 et 1767. C'est aussi sur ces terres que la 2e bête a été abattue et que l'histoire s'est réellement terminée. La statue représente un épisode véridique de l'histoire de la bête du Gévaudan. C'était une jeune fille qui s'appelait Marie-Jeanne Vallée, qui n'avait, nous disent les documents, pas froid aux yeux. Elle a planté un coup de baïonnette dans le poitrail de la bête. La bête s'est roulée dans la rivière et s'est sauvée. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, après tout, que cette bête était soit dressée par un homme, soit... Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une part d'intervention humaine? Alors, si la bête avait eu un dresseur, un meneur, à un moment ou l'autre, ce dresseur, ce meneur aurait été vu, aurait été dénoncé, aurait été capturé sûrement, et c'est absolument pas le cas. Il y a même eu des théories qui parlent d'êtres humains déguisés en bêtes. On a même aussi des auteurs qui n'ont pas hésité, qui ont dit mais c'était tout simplement un serial killer. Alors ça aussi c'est complètement exclu, je Oui, pense. parce qu'il y a des survivants, donc Voilà, il l'aurait dit. Et tous les survivants, tous les témoignages de survivants que l'on a, absolument tous, ils évoquent toujours un animal. Mais alors cette bête, qu'est-ce que c'était? On a beaucoup de théories. On dit que par exemple, il y avait, comme les bourgeois de l'époque avaient des ménageries, c'était peut-être une bête sauvage qui se serait échappée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors c'est pas impossible qu'il y ait eu, par exemple, une hyène. Ça a souvent été évoqué, même à l'époque, souvent il parlait de la hyène du Gévaudan. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, tout animal un petit peu bizarre, inconnu, était dénommé hyène. Oui, d'accord. Bon, ça c'est déjà C'est la plus un première terme chose. générique que l'espèce animale. Tout à fait. Et on n'a absolument aucune trace de la mort d'une hyène. Les animaux tués, dont on a des preuves historiques, sont tous des canidés. Ça pourrait être peut-être un canidé un peu hybride. Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Si on prend le rapport du dernier animal tué ici à côté d'Auvers, il y a des caractéristiques qui font bien penser à un hybride de loup et de chien. Ça c'est clair. Il me reste à vous remercier. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Oui, quand même. j'en sais plus. Et je repars aussi avec des questions et c'est ça qui est intéressant. Cette histoire a surtout jeté l'opprobre sur les loups. Plusieurs centaines ont ainsi été tués à l'époque de la bête. Pour mieux comprendre cet animal, je vais voir le spécialiste des loups de la région, Sylvain Maquis. Ah, vous avez de la nourriture, je pense que ça intéresse beaucoup mon chien. Ah, exactement. En fait, j'ai un sac en plastique avec à l'intérieur des friandises, Ah, des petits voilà. morceaux de viande. C'est surtout pour nous permettre de les appâter un peu et puis de les habituer à venir chercher quelque chose. C'est-à-dire que le jour où nous avons un traitement à leur administrer, il nous est plus facile de le cacher à l'intérieur. Alors là, on est au-dessus d'un enclos où il y en a 11, pour être précis, 11 loups de Pologne dans cet enclos. En fait, il s'agissait de la même sous-espèce que celle que nous avions dans le passé en France, avant que le loup soit éradiqué sur notre sol. Je peux vous proposer de nous approcher d'eux et même de pénétrer à l'intérieur de certains enclos. Je vous suis? Vous allez me suivre, tout à fait. Allez, on suit.
Je pense que quand ils verront le chien, ça pourra les intéresser. Ah, comme proie possible. Ils sont curieux. Par contre, il faut effectivement laisser Pongo à l'extérieur. Je vais laisser Pongo là, tiens. Tu m'attends, mon chien. Je vais juste rabattre comme ça. Alors ce qu'on va faire, on va se baisser. Et alors ma puce? Ouais. Et alors ce qui se passe maintenant, c'est que la femelle va se rapprocher, la jeune louve, du mâle. Et il focalise sur, effectivement, Pongo. Et alors ma puce? Pourquoi on doit s'accroupir devant un loup? Là, on parle de loups captifs, c'est-à-dire qu'ils ont peur la plupart du temps de notre position verticale. Le fait de se baisser, on est moins grand et tout de suite, il y a moins de crainte de leur part. Je vais les solliciter, on va voir s'ils daignent s'approcher. D'accord. Gourmande. Elle s'est rapprochée. Je vais lancer encore un peu plus près, on va se baisser. Non. Ouais, elle sera à moins de 2 mètres. Hein. Ah oui, je l'entends très très bien. Là. Et là, on a la chance de les entendre hurler. Qu'est-ce qu'ils ont? Je me tais. Là, pourquoi ils se sont mis à hurler tous en même temps? Étant donné que nous sommes en période de production, s'il y a à un moment des tensions, des frictions au sein d'un groupe, au lieu que cela se termine par un combat général, cela va se solder par un hurlement global. D'accord. Donc là, c'était pour purger leur tension qu'ils ont. Exactement. S'il y en a un qui meurt, est-ce que la meute est affectée par la mort d'un loup? Alors, quand vous aviez des couples très soudés, lorsque l'un des deux vient à décéder, on peut entendre l'autre émettre une plainte, vraiment un hurlement, une grande partie de la journée. Un hurlement qui n'est jamais repris par les autres loups de la meute ou par les meutes voisines. Tenez, venez avec moi. Voilà. Alors on va aller carrément au milieu de l'enclos maintenant. On descend vers les loups de Mongolie. Et alors, cette bête du Gévaudan, c'était un loup ou pas? Selon vous? Bien écoutez, moi je pense déjà que si en 1764, on était capable de demander à un enfant de 10 ans de rester seul en protection près d'un troupeau de moutons alors qu'il y avait des loups en très grande quantité, c'est parce qu'ils avaient compris que le loup n'attaquait pas l'homme. On peut dire que les proies chassées par des loups ne sont principalement que des quadrupèdes et que la position bipède, la nôtre, n'existe pas dans leur tableau de chasse. Les paysans avaient l'habitude de voir des loups, ils savaient à quoi ressemblait l'animal. Ils ont parlé d'une bête parce qu'ils n'ont pas identifié un loup. Je pense que durant cette période de trouble, certaines personnes ont pu profiter de la situation. Il était tellement facile à ce moment-là de violenter une jeune bergère et de dire c'est les loups, c'est la bête du Gévaudan. Mais pour moi, la bête du Gévaudan n'était pas un loup. Là où nous allons actuellement, c'est donc un enclos de 17 hectares où il y a 43 loups ensemble et c'est la plus grande concentration de loups en captivité sur la planète. Dès qu'on va déposer la première poubelle, là les loups vont commencer déjà à s'approcher. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, la réintroduction des loups sauvages dans la nature fait peur, fait beaucoup parler. En France, il n'y a pas de réintroduction de loup. Vous avez un retour naturel du loup depuis plus de 20 ans, depuis 1992. Donc s'il y a aujourd'hui à peu près 250 loups sur notre sol, c'est parce qu'ils sont revenus tout seuls en France et qu'ils peuvent, depuis 20 ans, se reproduire sur notre sol. Regardez, là, il y en a un qui s'est approché là aussi. Regardez, il a pris un bout de viande et hop là, il s'écarte un petit peu. Depuis l'éradication des loups en France en 1940, les troupeaux ne sont plus gardés par les hommes. Aujourd'hui, ils deviennent donc plus vulnérables aux éventuelles attaques de prédateurs. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des histoires qui mettent en cause les loups dans la région?
Ah, en tout cas pour le département de la Lozère, effectivement, depuis l'été dernier, eh bien, on a noté la présence et aussi des attaques sur des troupeaux sur le Cosméjean, donc dans le centre Donc du pas loin, département. oui. Alors on commence à ressortir les rumeurs, les histoires, à parler de craintes pour les enfants qui pourraient se promener. D'accord. On n'a pas évolué depuis 250 C'est ans, ça. c'est impressionnant. Le retour du loup sur le territoire français ravive les peurs ancestrales. Et les traces de la bête ne sont pas prêtes de s'effacer. De mon voyage en Gévaudan, je me souviendrai du plaisir d'avoir parcouru le chemin et les mots de Stevenson, de la solidarité des sonneurs de cloches dans la tourmente, et de ces loups si injustement incriminés de tous les méfaits de la bête.